Castlevania Lament of Innocence, sorti le 13 février 2004 en Europe sur PS2, est le premier jeu de la chronologie Castlevania. Ce jeu annonce donc le début de cette grande chasse aux vampires des Belmont. Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier épisode de la série des Fragments de l'Or. Aujourd'hui, on s'attaque à l'aventure de Léon Belmont. Le jeu commence avec une narration de l'espace qui explique tout le contexte. Bon allez, je suis assez sympa, je vais vous résumer tout ça. Au XIe siècle, les grands seigneurs féodaux prenaient de plus en plus de pouvoir, pendant que les rois, ils perdaient un peu la main, ils étaient mis de côté. À cette époque, les chevaliers étaient surtout des gros bras à cheval au service de leur seigneur, pas encore les héros chevaleresques qu'on imagine. Mais l'église, elle avait un souci, tous ces mecs en armure qui passaient du temps à se taper sur la gueule. Elle s'est donc dit, et si on les rendait utiles? Petit à petit, avec des sermons et des règles bien senties, elle en a fait les milites Christi, les soldats du Christ. En gros, on leur a collé une mission sacrée et un joli vernis de morale, et hop, les chevaliers sont devenus les défenseurs de la foi, et donc les chasseurs officiels des hérétiques. Dans ce contexte, en 1094, une compagnie de chevaliers faisait parler d'elle. Réputée invincible, elle devait sa gloire à deux hommes, Léon Belmont, un baron costaud et toujours prêt à dégainer l'épée, et Mathias Kronqvist, son meilleur ami, un stratège brillant, du genre tellement cultivé qu'il devait filer un mal de crâne de l'espace à la moitié de l'Europe médiévale. Ces deux-là, c'était un duo en béton, une confiance totale, une amitié solide comme un château fort. Mais un jour, tout s'effondre pour Mathias, sa femme Elisabetta meurt subitement. Le choc est tel qu'il en tombe malade, cloué au lit par la tristesse. Malgré tout, grâce à Léon, leur compagnie continue à gagner toutes ces batailles, jusqu'à ce qu'un nouveau problème débarque. Une armée de monstres envahit le domaine de Léon, et là, c'est la tuile. L'église, occupée à préparer la première croisade, se fiche pas mal des monstres. En plus, les chevaliers de haut rang n'ont pas le droit de combattre sans l'autorisation de l'église, sinon on leur retire leur titre. Léon demande donc officiellement la permission d'aller mettre des mandales aux créatures. Réponse de l'église, refus sec, circulez, y a pas de croisade pour les ghouls. C'est à ce moment-là que Mathias, toujours alité, appelle Léon. Il lui révèle deux choses. Il lui révèle dans un premier temps que les monstres sont liés à un vampire qui vit dans un château paumé, en plein cœur de la forêt de la nuit éternelle. Et surtout, que ce vampire a enlevé Sarah Trantoul, la fiancée de Léon. Léon n'a donc plus le choix, puisqu'il ne peut pas agir en tant que baron, il prend une décision radicale. Il renonce à son titre, lâche tout et part seul dans la forêt de la nuit éternelle, prêt à affronter le mal lui-même. Suite à ça, nous avons donc la première véritable cinématique du jeu. On remarque que après être entré dans la forêt maudite, Léon rencontre un mystérieux vieil homme, Rinaldo Gandolfi. Il lui explique qu'il vit ici à cause d'une histoire inachevée avec Walter Bernhard, le maître du château. Mais Walter n'affronte jamais directement ses ennemis, il préfère jouer avec eux, comme dans une partie d'échecs sanglante. Rinaldo, pour équilibrer un peu les règles de ce jeu, offre son aide aux chasseurs qui osent s'aventurer dans la forêt. Il remet donc à Léon un fouet d'alchimie capable de terrasser les créatures de la nuit, et enchante son gantelet gauche pour qu'il puisse parer les attaques et absorber de l'énergie magique. Mais avant de pouvoir faire un coucou à Walter, Léon doit éliminer 5 monstres gardiens du château, c'est le début d'une longue ascension. La première destination est évidente, la carte du lieu est juste devant nous, on entre donc dans ce qui ressemble à une immense église en ruine, sur 2 étages. Quelques squelettes et zombies traînent dans les couloirs, mais rien d'insurmontable, c'est la première zone du jeu. On résout quelques énigmes avec des plaques de pression, puis vient le boss, une sorte de ver de terre avec un gland à la place de la tête. Bon, c'est moche, c'est pas très dangereux, et il faut viser les excroissances répugnantes qui sortent du sol pour en venir à bout. En récompense, Léon obtient un orbe bleu qui sert à allumer l'une des lampes à l'entrée et améliore aussi ses reliques, comme la croix ou la hache. Nous arrivons à la deuxième zone du jeu, le labo des mystères de l'Anti-Âme. Dans cette zone, il faut jouer avec Emmet, qui signifie respectivement vie et mort, pour réveiller un golem, qui est donc le boss de cette zone. Sur tout le long de cette map, il y a des textes anciens qui font perdre un temps fou, notamment un texte qui nous parle d'une tapisserie d'un monstre bicéphale de con. Non mais sans déconner, est-ce que vous voyez un monstre bicéphale dans cette merde? Le golem n'est pas vraiment compliqué, vous avez juste à le taper et concrètement il meurt, quoi. C'est pas dur. Heureusement, changement d'ambiance. Ici, il faut jouer avec des leviers pour détourner le flux des cascades, une mécanique assez sympa. Seul souci dans cette zone, les cascades ne s'arrêtent jamais de couler, vous les entendez en permanence et ça donne une envie de pisser que vous n'imaginez même pas. Bref, 2 épreuves nous attendent, d'abord un combat contre Dark Léon, une version maléfique de nous-mêmes armée d'un fouet de feu. Puis le véritable boss, Joachim Armster, un vampire aristocratique enfermé dans cette prison aqueuse. Joachim est un boss assez intéressant, il faut péter 3 espèces de petites lumières aux 4 coins de la salle pour pouvoir le frapper. C'est un combat très long et très dangereux, et il m'a fallu pas mal de temps pour l'abattre. Avant de mourir, on lui susurre à l'oreille que sa daronne est la suceuse de sang la plus chaude de la région, et il nous apprend ce qu'est la pierre d'ébène. Il fait également mention de la pierre cramoisie. Intrigué, Léon questionne Rinaldo, qui explique que les alchimistes cherchaient jadis à créer la pierre philosophale, mais leurs échecs a donné naissance à ces pierres corrompues. L'une servant à créer la nuit éternelle, l'autre à rendre les vampires surpuissants. On s'empresse alors d'aller à la 4ème zone, le théâtre spectral. Ici, c'est une ambiance unique, accompagnée d'une musique plein de point. Le boss de cette zone est la succube, dont le doublage frôle le nanar, mais reste tout de même mémorable. Je vous en laisse un extrait juste ici.
bad. And I thought this would work so well. Avant de mourir, elle révèle un lourd secret. Rinaldo avait une fille et que... Léon va donc confronter Rinaldo et ce dernier nous raconte qu'un jour, il part cueillir des herbes pour les arts sacrés et en revenant, pouf, sa femme et sa fille dans un bain de sang avec sa fille du sang plein la bouche. Bref, c'est devenu un vampire et là Rinaldo il a une merveilleuse idée. Il va créer une arme pour tuer sa propre fille. Quel choix judicieux qu'était de choisir un fouet. Ouais. Rinaldo est le créateur du fouet, et il part donc fouetter sa gamine avec. Nous avons donc un dialogue mauvais avec Léon qui prend la rage de Rinaldo pour être plus fort. Nous arrivons donc à la zone du dernier boss à battre pour ouvrir la porte menant à Walter. Le boss de cette zone n'est autre que Medusa, un combat rythmé par une musique exceptionnelle. Avant de mourir, elle révèle que le fouet de Léon n'a pas encore atteint sa forme finale. Quand Léon demande plus de détails, Rinaldo garde un silence pesant. Félicitations, la porte est ouverte. Léon peut donc aller à la pagode de la lune nébuleuse. Il atteint enfin Walter, mais mauvaise surprise, le fouet s'avère inefficace. Walter, moqueur, relâche Sarah, mais elle semble affaiblie. Et lorsque Léon et Sarah tentent de rejoindre la cabane de Rinaldo, une barrière magique foudroie Sarah. Elle a été transformée en vampire. Rinaldo explique donc que le seul moyen de parfaire le fouet est un sacrifice. Sarah, qui a tout entendu, prend la décision de donner sa vie pour aider Léon. Dans une scène déchirante, elle lui dit « If you love me, kill me ». Sous la pluie battante, Léon exécute l'acte. Il fouette sa femme pour la dernière fois, et le fouet devient enfin l'arme ultime, le Vampire Killer. Dévasté, Léon ne jure qu'aucun autre innocent ne devra subir un tel destin. On retourne alors dans la dernière zone, et on affronte un Léon qui se bat exclusivement au corps à corps. Il nous pète la gueule, il est super fort. Et enfin, on se rend dans la pièce du boss de fin, Walter. Seulement, il y a un petit souci. Walter est mauvais. Dès que vous sortez votre fouet complet, il se désintègre, il devient nul et il ne sait pas se battre. Après sa défaite, on apprend que Walter n'a pas la Crimson Stone, sinon il nous aurait éclaté la gueule. Il se fait donc à la suite trahir par la mort en personne qui donne son pouvoir à Mathias Kronqvist, notre pote qui nous a depuis le début tendu un piège. Mathias tente donc de nous convaincre de rejoindre son camp, mais suite au refus de Léon, il se casse en envoyant la mort nous tuer. La mort aussi n'est pas un combat très difficile, la mort ne bouge pas, elle reste dans son coin et donc il est très facile de l'atteindre. Ayant vaincu la mort, Léon envoie un dernier message à Mathias. Maintenant qu'il a perdu son humanité, le clan Belmont chassera les ténèbres. Et c'est ainsi que se termine Castlevania Lament of Innocence. Mais j'aimerais vous parler de ce boss, au sous-sol du château coincé derrière une porte blindée. En effet, dans la dernière zone du château, nous avons eu l'objet joyeux déverrouillé, permettant d'ouvrir cette porte. Le nom de ce boss, c'est l'Oublié. Et voici la seule information qu'on a sur lui. C'est un monstre fait par les humains, il a été scellé éternellement loin du monde à cause de sa puissance incontrôlable. C'est un boss en 3 phases qui est bien chiant. Je m'explique, la première phase, il lance des vers au sol qui t'empoisonnent et t'empêchent d'attaquer correctement. C'est chiant, mais ça se fait. On passe maintenant à la P2, où on est au niveau de ses bras. Il frappe fort, il frappe très fort même. Et il fait mine de taper un endroit pour vous taper directement dessus. Et si vous avez le malheur de taper ses poings, son sang vous empoisonne. Mais si c'était que ça, bienvenue en P3 où on affronte sa tête, qui s'amusera à vous hurler dessus pour vous jeter des cailloux sur le coin de la gueule, et si jamais vous arrivez à tous les esquiver, vous avez un gros rayon laser qui vous tue en un coup. Mais si vous vous planquez derrière les rochers, ça devrait pas trop vous poser problème cette troisième phase. Félicitations, vous avez obtenu la dernière amélioration des items du jeu, l'orbe noire. Vous pouvez vous reposer désormais, la suite n'en sera que bien plus douloureuse.